Avant de lancer l'épisode, j'aimerais te parler d'Artisium, mon nouveau partenaire. Artisium, c'est une coopérative belge pensée pour les freelances créatifs, que tu sois dans l'artistique, la technique, la production ou les métiers associés. Tu restes totalement autonome dans ton activité et Artisium prend en charge tout le reste. Fiscalité, comptabilité, juridique, assurance et toute la partie admin. En gros, Artisium devient ton unique intermédiaire, un cadre solide qui sécurise ton activité et allège ta charge mentale. Concrètement, ça repose sur 3 choses. Une rémunération optimisée, adaptée à ton style de vie, une gestion complète de toute la partie admin et fiscale, et une protection solide pour exercer ton activité dans un cadre sécurisé. Derrière ça, il y a une petite équipe à taille humaine, proche de ses coopérateurs et coopératrices et vraiment ancrée dans les réalités du secteur créatif. Pas de mauvaises surprises. Impôts, charges, obligations sont anticipés pour que tu puisses créer l'esprit tranquille. Leur objectif est simple, rendre ton activité professionnelle durable. Si tu veux exercer ton métier dans un cadre rassurant, entouré de personnes qui comprennent vraiment ta réalité, ça vaut la peine d'y jeter un œil. En tout cas, moi je suis trop fière qu'Artisium soutienne Compose. Toutes les infos sont sur leur site artisium.be et tu peux aussi réserver un call avec eux directement via le lien qui se trouve dans les notes. Allez, place à l'épisode Compose, épisode 85. Alors ça doit faire 5-6 ans que j'ai envie de faire l'un et l'autre. Le problème, c'est que il y a toujours un arbitrage entre faire de la consultance et pouvoir en vivre, et porter des projets. Et il se trouve que j'ai porté d'autres projets. Alors, il y en avait un en 2012, il y en avait un en 2014. Et donc, du coup, je peux pas être partout. C'est avec les 3 enfants, la maison à rénover. Donc, il y a un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter aussi. Et que cette envie de créer ne soit pas non plus débordante pour mon épouse et mes enfants. Mais donc au final, j'ai voulu ici créer j'ai eu l'opportunité d'avoir un peu plus de temps que j'aurais pu allouer à chercher d'autres clients. Et j'ai pas eu envie. C'est peut-être pas raisonnable, elle est d'un certain point de vue, mais en même temps, parfois il faut ne pas être raisonnable et faire ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait vibrer. Et donc je me suis dit les 4-5 prochains mois, ça va être pour ça. Bienvenue sur Compose, le podcast de celles et ceux qui osent créer, un podcast produit par moi, Julie Mouvet. Journaliste de formation, je propose aujourd'hui mes services en communication, community management, copywriting, vidéo, podcast, relations presse, animation de conférences ou tables rondes, formation. Bref, je fais ce que j'aime, créer, raconter, connecter. Place à l'épisode. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Gauthier de Valensart, ingénieur, auteur et co-créateur de l'app Lactose.help. Ensemble, on a parlé de son premier contact avec l'entrepreneuriat lors d'un stage, de l'importance de l'impact environnemental dans son métier d'ingénieur, de se former en continu, du fait qu'il est devenu indépendant complémentaire à seulement 18 ans, de la découverte de son intolérance au lactose, du livre qu'il a écrit et qu'il aurait aimé avoir à ce moment-là, de l'app qu'il a créée, et puis il m'a fait passer un petit test. Juste avant de commencer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez soutenir Compose via Patreon. Je dépose juste ça là et je vous souhaite une très belle écoute. Merci Gauthier d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci à toi. Tu es donc ingénieur, auteur et aussi cofondateur d'une app, Lactose.help. On va aborder un peu tous ces éléments de ta carrière. Mais d'abord, je voudrais revenir au côté ingénieur. Pourquoi c'est cette voie-là que tu as choisie ? En fait, mon grand-père était ingénieur agronome. Et donc mon papa a vécu donc au Congo belge à l'époque, et moi j'aimais beaucoup les plantes. Je connaissais tout petit, je connaissais même leur nom latin. Donc j'avais un petit jardin trop chouette chez ma grand-mère, et donc ce côté-là était un peu le point de départ. Et puis à l'âge de 12 ans, j'avais mon parrain qui lui avait une entreprise en informatique qui développait notamment pour la NASA. Et donc du coup m'avait aidé
à pouvoir acheter un ordinateur. Bon, alors c'est dans les début des années 90, donc c'était assez basique. On faisait pas grand chose avec ça. Allez, au premier abord, en tout cas, c'était pas très facile à prendre en main. Et j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et donc, quand j'ai dû choisir mes options en humanité, du coup, j'avais choisi latin-grec parce que comme j'avais ce côté latin avec les plantes, je trouvais ça intéressant. Ouais. J'adorais la culture aussi latine, grecque. Je trouvais ça fascinant de voir comme c'était évolué à cette époque-là. Mais en fait, j'étais pas un très bon littéraire. J'avais une prof de maths qui m'avait pété en deuxième juste avant le choix des options. Et donc, du coup, j'avais pas été vers les sciences. Un prof de sciences qui s'était battu d'ailleurs pour que j'aille en sciences. Ouais. Et puis, bon, voilà, j'ai fini mes humanités. Tout s'est bien passé. Donc, j'ai, à ce moment-là, voulu faire ingénieur en informatique, du coup, à l'ECAM à Bruxelles. Mais l'ECAM, c'est ingénieur industriel, donc c'est quand même, je crois qu'il y a 13 heures de maths la première année, le reste à peu près de sciences. Donc, passer de maths 4, sciences 2 à ça, c'était... Ils m'ont dit d'ailleurs, quelqu'un en professionnel a plus de chances que toi de réussir. Ils m'ont vivement déconseillé d'ailleurs même de m'inscrire. Donc, j'ai fait une spéciale sciences ici à Louvain-la-Neuve, que j'ai arrêté à Noël, pour tout un tas de raisons. Et alors là, c'était mon premier contact avec l'entrepreneuriat. Donc, j'ai fait un stage d'observation dans une petite boîte à Bruxelles, une boîte de graphisme. Ok, ouais, rien à voir du coup. Rien à voir. Mais qui m'a donné le sens de porter un projet au quotidien, des points positifs, des points un peu plus galères aussi parfois. Et comme du coup, j'avais des compétences en informatique et que lui avait clairement des choses à améliorer, du coup, ça a été un bel échange de compétences. Moi, ça m'a permis d'apprendre à l'époque Photoshop, Illustrator, les logiciels du moment qui, du coup, m'ont pas mal servi par la suite. Et puis donc, je suis rentré à l'ECAM. 2 années avec des secondes sas mémorables. Et puis au final, réussi avec distinction donc en électronique. Excellent. Pourquoi l'électronique ? Parce que quand j'ai découvert ça, je me suis dit, tiens, c'est là-dessus que fonctionne l'informatique. Et c'est pas quelque chose qui, à cette époque-là, était facile à apprendre sur le côté. C'est assez abstrait. Au final, quand on voit un circuit électronique, on voit juste des composants, ça paraît assez inerte, alors que c'est loin d'être le cas. Et donc, ce qui fait que j'ai un profil déjà à la sortie de mes études qui est assez hybride, parce que j'étais déjà entre l'informatique et l'électronique. Et alors pour mon mémoire, je voulais un peu coupler ces deux attraits-là avec autre chose qui était justement le côté plante nature, préservation de l'environnement. J'avais été planter des arbres en réto au Sénégal. Ah, trop bien. Avec une association qui s'appelait Défi Belgique Afrique. Je sais pas si ça existe encore. Je trouve ça absolument génial de pouvoir contribuer à ma petite échelle à pouvoir freiner l'avancée du désert qui était déjà bien en marche. Et donc du coup là j'ai fait un mémoire dans le photovoltaïque qui était encore aussi le tout début. Donc ça a commencé aller en Flandre, ça devait être dans les années à mon avis 2006-2007. Et donc là, mon mémoire, c'était en fait d'alimenter un appareil en plein milieu d'un champ, 365 jours par an, ici en Belgique, avec le soleil généreux que nous avons. Donc, par exemple, en décembre, on a jusqu'à 19 jours en équivalent sans soleil, donc où on n'a pas d'énergie exploitable. Donc, il fallait stocker toute cette énergie dans les batteries, tenir compte du froid, de tous les paramètres. Et donc, donc j'ai beaucoup travaillé pour ce mémoire. Mais ça a été vraiment enrichissant pour moi. Après ça, connaissant ma fibre entrepreneuriale, je me suis dit, ce serait pas mal d'avoir les bases, parce que si je commence à travailler, en fait, je ferai plus après, ou ça va être plus compliqué. Donc j'ai fait un décongestion à l'ICHEC. Okay. Donc c'était une année un peu fourre-tout, où j'avais tous les gros cours des 4 ans. C'est avant Bologne, donc 4 ans. Ouais. Donc tous les gros cours en 4 ans. Donc macro, micro, finance, analyse des états financiers. Ça devait être intense. Pour moi, c'était assez différent de ce que je connaissais, mais très sympa.
Et puis j'étais avec une dizaine d'autres étudiants qui venaient de tous horizons, donc très chouette expérience. Et alors après ça, j'ai directement travaillé pour un des clients de mon maître de stage de l'ECAM, où donc j'ai fait une application de suivi de véhicules en temps réel. Non, alors maintenant c'est quelque chose de commun, mais en 2005 c'était loin d'être le cas. Donc mon maître de stage qui lui avait fait l'électronique, du coup m'a posé la carte sur mon bureau en disant démarre-toi, faut que ça fonctionne dans 2 mois. Pas de pression. Pas de pression. Et j'étais le deuxième employé de la boîte, donc voilà, toute petite structure qui a pas mal grandi, avec pas mal de nuits de galères et autres, mais qui a été très formateur. Et alors en 2009, j'ai senti un besoin de changer d'air. Donc là, j'ai rejoint la start-up d'un ami qui s'était lancé dans le photovoltaïque ici, dans le Brabant wallon. Il s'était passé de 3 à 70 en un an et demi. Donc moi, je suis arrivé à ce moment-là. À l'époque, les installations coûtaient extrêmement cher. Et donc, il voulait pouvoir abaisser le prix de départ en faisant donc un système de tiers investisseur. Mais donc pour ça, lui avait besoin d'emprunter. Mais donc les banques, en 2009, les produits structurés, c'était un peu un sujet. Oui. Donc il fallait être sûr qu'il y ait un collatéral derrière. Et donc du coup, il fallait arriver à monitorer les installations photovoltaïques pour pouvoir faire des reporting auprès des banques pour dire en fait ça existe vraiment, il y a vraiment de l'énergie qui est produite. À partir de cette énergie, à l'époque, on avait des certificats verts. À partir des certificats verts, à ce moment-là, il fallait déclaration auprès de l'AQAP, donc maintenant la Commission wallonne pour l'énergie, qui elle octroyait les certificats verts, qui étaient revendus. Puis après ça, il fallait faire un virement, donc c'était très compliqué à faire. Et donc moi, mon rôle là-dedans, c'était de développer le système de smart metering. Qui est ? Donc ce sont des compteurs intelligents. Qu'on installait chez les particuliers, mais à ce moment-là, juste sur l'installation photovoltaïque, qui comptait uniquement donc leur production. Et donc, en fait, ça veut dire que les clients recevaient un virement par trimestre sans rien faire. Et on avait aussi un service qui leur permettait de savoir si leur installation était en panne, ce genre de choses. Donc le projet, donc ça c'était le projet de monitoring initial, où j'étais le premier dans cette entreprise-là. Et on est passé jusqu'à une quinzaine de personnes, hors externes qui, eux, installaient. Donc on a équipé 7000 clients en 3-4 ans, dans toute la Belgique, certains projets aussi en dehors. Donc ça a été très, 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 très intense. Ouais. Une belle expérience humaine aussi, chouettes équipes. Donc j'ai vraiment eu la chance de travailler avec des gens assez exceptionnels, que je vois toujours d'ailleurs. Très chouette. Et donc on est passé du simple monitoring après ça au monitoring et au contrôle. Donc le but à ce moment-là, c'est de se dire par exemple j'ai un parc éolien et j'ai besoin de savoir si mon parc ces disjoncteurs par exemple sont dans le bon état. Dans les grosses cabines qui centralisent l'énergie, c'est pas toujours évident d'avoir cette information, mais donc on a développé un espèce de petit ordinateur industriel qui permettait de pouvoir du coup interagir avec les équipements sur site de tout un tas d'ordres et donc on a travaillé avec ça dans l'éolien, dans l'énergie, globalement améliorer les productions d'énergie décentralisées, donc telles que l'éolien, le photovoltaïque et autres, et également réduire les consommations d'énergie. Là, c'était dans le tertiaire, donc par exemple dans des magasins de vêtements, pour éviter que l'air-co reste allumé le week-end, et ce genre de petites choses. Donc arriver à maintenir le confort, mais par contre mieux maîtriser effectivement les paramètres. Et on arrivait à gagner 15% d'énergie, donc à diminuer plutôt la consommation d'énergie de 15%. Donc c'était quand même significatif. À fond. T'as toujours eu cet attrait environnemental, écologique dans les projets que tu as faits ? Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je trouve que ça a un côté presque magique de se dire que, un panneau photovoltaïque, en soi, effectivement, ça pollue de pouvoir le produire. C'est très clair. Mais au bout de 3 ans, l'énergie
l'impact que cette production a eu sur l'environnement est neutralisé par ces productions d'énergie. Or, on est en Belgique, je veux dire, on n'est pas du tout au meilleur endroit possible. Et même ici, en fait, 3 ans, c'est assez court finalement. Ouais. D'autant plus que maintenant, les producteurs de panneaux, par exemple, produisent avec sans impact CO2 parce qu'ils utilisent leurs propres panneaux pour pouvoir du coup alimenter leurs usines. Donc, je veux dire, je déteste les pensées binaires 0-1. Voilà, rien n'est jamais parfait au début. Les améliorations sont toujours incrémentales. Donc voilà, le photovoltaïque en 2009 était moins propre que le photovoltaïque maintenant. Et donc ça, les rendements se sont améliorés, les productions, donc on a moins de production de gaz à effet de serre, d'utilisation de matériaux divers. Donc ça s'améliore. Donc parfois, il faut aller vers des choses qui sont pas parfaites, mais qui ont le mérite d'exister, de manière à ce que ça prenne et que effectivement ça s'améliore sur la durée. Et donc avec les panneaux, ce qui est sympa, c'est que voilà, les panneaux ont une durée de vie garantie de 25 ans. En pratique, on parle plutôt de 35 à 40 ans. Donc ça veut dire qu'on investit entre guillemets 3 ans et on a de l'énergie après pendant des dizaines d'années. Ça, moi, je trouve ça magique. Ça m'a toujours fasciné. Et donc c'est un domaine que j'aime beaucoup. L'éolien est aussi assez fascinant. Bon, c'est un tout autre ordre de grandeur. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'effectivement, c'est pas nécessairement un choix entre le photovoltaïque c'est mieux que l'éolien ou l'éolien c'est mieux qu'une turbine gaz-vapeur ou c'est mieux que du nucléaire. En fait, tout ça est complémentaire. C'est-à-dire que si en Belgique on n'a pas l'habitude des blackouts, c'est aussi parce qu'on a des centrales à gaz qui font justement l'ajustement sur le réseau électrique pour avoir toujours cet équilibre entre la production et la consommation. Et donc tout ça change beaucoup. C'est très vivant comme monde actuellement. Et c'est vraiment un des enjeux critiques d'aujourd'hui et de demain et pour la suite. Et donc oui, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et comme tu le disais au début depuis le début de ton parcours et même dans tes études, tout a évolué, niveau informatique, niveau justement électronique, etc. Ça te plaît de justement devoir te tenir à jour et toi, en fait, tu te formes constamment. Constamment. En fait, chaque année, je suis des cours, je passe des certifications et c'est parfois, à la fois c'est fascinant, à la fois c'est un côté parfois un peu, le mot qui me vient c'est déprimant, même si c'est pas il faut pas le prendre au sens strict, parce que il y a tellement, plus on apprend, au moins on a l'impression de connaître, et donc c'est parfois un peu fatigant aussi. Mais donc effectivement, j'ai passé une certification, par exemple, dans l'éolien pour pouvoir monter dans les nacelles, qui sont à une centaine de mètres d'altitude, donc c'est pas rien. C'est un des pires milieux où travailler parce que en été, il fait caniculaire, en hiver, il fait hyper froid. Si on oublie quelque chose, c'est quasiment un quart d'heure pour descendre. Donc il faut pas oublier son tournevis. Non, ce n'est pas du vécu. Tout est métallique et or, quand on travaille de l'électricité, le métal, on n'aime pas trop. C'est quand même vachement conducteur. On travaille en hauteur. S'il y a un incendie là-haut, il faut sortir par une petite trappe en faisant quasiment de la chute libre jusqu'en bas, ralenti par un dispositif qui nous fait tomber un peu comme un sac à patates. Mais donc, voilà, c'est clairement pas le milieu le plus favorable aux humains, même aux machines d'ailleurs, parce que nos équipements devaient fonctionner là-haut et fonctionner à côté d'une génératrice de 2 mégawatts, ça crée énormément de bruit électromagnétique et donc l'électronique déteste ça. Donc ça a été source de pas mal d'ajustements divers. Mais ça a fonctionné, donc voilà. Et pour revenir vraiment à ton parcours, à partir de quel moment t'es devenu indépendant ? Tu as décidé de te lancer ? Alors, moi, je suis devenu indépendant complémentaire à mes 18 ans. Ah oui. Donc, j'ai pas attendu de finir mes études. Donc, je faisais des petits sites web pour des PME, des indépendants ici en Belgique.
et aussi de l'IT de manière générale. J'étais un peu fatigué par le côté IT, entre guillemets. J'ai mon imprimante qui fonctionne pas. Voilà, la patience n'est pas dans mes qualités premières. Et donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose où j'ai décidé à un moment donné de dire stop. Je n'en pouvais plus. Voilà, c'est donc voilà. Par contre, les sites web, c'est quelque chose que j'ai continué, y compris pendant mes études. Donc j'ai pas mal. Ouais, les secondes cesses ne sont pas pour rien dans le fait que j'étais indépendant en plus des études. Mais voilà, ça m'a permis de pouvoir du coup voyager un petit peu, faire ce que j'avais envie de faire. J'ai des parents qui m'ont permis de pouvoir faire des études et je leur en ai très reconnaissant. Mais par contre, les extras, c'était fort à nous à se débrouiller. Ce qui est pas plus mal au final, parce que ça apprend aussi à pouvoir pouvoir avoir les moyens de ses ambitions. Donc se dire, ok, si on a envie de faire quelque chose, ben vas-y. Et donc c'est quelque chose que j'essaie de transmettre à mes enfants. C'est un peu dans cette optique-là que tu t'es lancé en indépendant complémentaire? D'abord parce que j'aime ça, de base. En fait, entreprendre, c'est quelque chose que j'avais un peu dans mon ADN. Oui, puis avoir cette autonomie aussi et pas devoir rendre des comptes à qui que ce soit, c'est quelque chose qui... Je suis parti de chez moi à 19 ans, donc j'ai un côté un peu indépendant sur les bords. Et du coup, mais par contre, cette fibre entrepreneuriale, tu dis que c'est dans ton ADN, ça veut dire qu'autour de toi, il y avait déjà des indépendants, des entrepreneurs? Mon parrain, du coup, lui, très fort. Donc c'était un des exemples pour moi. Puis cette entreprise où j'ai fait ce stage, donc entre la fin des humanités et le début de la suite. Donc oui, très clairement, moi les grosses structures, c'est pas quelque chose qui m'attire. Alors j'ai jamais travaillé dans des très grosses structures, donc je pourrais pas vraiment dire. Mais de travailler pour eux, par contre, m'a donné quand même un certain feeling de comment ça se passe en interne. Et voilà, moi, ça vibre pas nécessairement spécialement en phase, comme on dit. Et à partir de quand tu étais vraiment indépendant total? Donc 2010. 2010. Donc en 2010, à ce moment-là, j'étais indépendant total. Et voilà, je vais jamais arrêté jusqu'à maintenant. Et pourquoi faire ce choix? Pourquoi c'était à ce moment-là? Alors, parce qu'au point de vue privé, donc moi, je me suis en fait marié en 2007. Fin 2008, on a acheté notre maison à Bruxelles. On a gardé à peu de choses près les briques. Alors, on a pu tout juste acheter la maison avec un budget de travaux qui devait être 5 fois inférieur à ce qu'il fallait, de manière raisonnable. On a eu les 3 enfants en 5 ans après, en parallèle de la rénovation et accessoirement... Petite vie tranquille, quoi. Voilà, du système de monitoring là, dont on a parlé avec les 7000 clients, ça c'était en parallèle de la maison des enfants. Pas mal. Donc un peu une vie à 300 à l'heure. Et donc voilà, j'ai pu à ce moment-là... avoir suffisamment de clients pour pouvoir faire en sorte du coup de pouvoir financer les travaux. Alors chaque mois, avec le surplus, on réinjectait tous les mois. Donc au début, on avait un salon qui ressemblait un peu au jardin, avec la brouette. On a dû creuser tout ça. On a fait 60% nous-mêmes. Wow. Donc ça a été assez chaud. Mais c'est bien pour quelqu'un un peu touche à tout. Du coup, ça m'a permis. Après. Oui. Une fois que c'est fait. C'est fait. Donc à chaque enfant, il y a une chambre en plus. Excellent. Donc ça, c'était un peu le track personnel. Et très clairement, voilà. Au final, ça reste quand même du bâtiment. Ce qui m'a permis aussi de pouvoir. Donc chez moi, je crois que je dois avoir 3 installations photovoltaïques différentes. J'en ai même une au nord parce que voilà, le nord ça produit quand même 70% du sud, donc c'est quand même pas si mal au final. Mais donc ma maison est devenue un peu mon labo aussi pour d'autres choses. Donc voilà, il faut pas aller dans mon bureau au sous-sol parce qu'il y a des équipements dans tous les coins de tous ordres.
Donc c'est assez folklorique. Trop bien. Et aujourd'hui, du coup, concrètement, qu'est-ce que tu proposes? Enfin, quels sont tes services vraiment? Mais donc, moi, je fais de la consultance pour des PME qui innovent. Donc, ma spécialité, c'est vraiment la recherche et le développement. Donc, moi, les projets que j'adore, c'est vraiment des personnes qui ont une idée et qui veulent les concrétiser par des moyens clairs ou un peu plus exotiques. Pour moi, l'essentiel, c'est d'arriver au résultat. Et c'est vraiment ça qui m'anime. Si j'ai un projet qui vibre pas avec ce que j'aime faire, je le ferai pas. Et alors, j'ai un réseau d'amis un peu du même genre. Et qui permet du coup d'adjoindre les compétences des uns et des autres. Donc ce sont plutôt un réseau d'indépendants. C'est moins une entreprise au sens classique du terme, ouais. Mais plus effectivement fait appel aux connaissances et qui me permettent de pouvoir proposer à ce moment-là des projets qui allient la mécanique, l'électronique, l'informatique, à l'IA. Et donc, en fonction de ce que j'ai besoin, je vais piocher dans le réseau. Trop bien. C'est un peu ça le truc. L'IA, ça fait combien de temps enfin, en tout cas, dans le cadre de ton secteur à toi, ça fait combien de temps qu'elle a été un peu intégrée, qu'elle est rentrée en jeu, en fait? Alors, moi, j'ai fait une formation en IA dans les années 2020. Alors, on parlait pas du tout d'IA générative comme maintenant, comme ChatGPT et autres. En fait, on a commencé avant parce que on a eu un projet pour lequel on devait lire des index de compteurs d'énergie. Tu vois, hein, les compteurs qui tournent là, donc qui sont analogiques par nature. Et donc, on avait développé une caméra qui permettait de pouvoir prendre les images à distance. Et donc, on recevait toutes ces photos, mais après ça, il fallait arriver à lire tout ça. Et à l'époque, c'était loin d'être évident. En plus de ça, en fonction des compteurs, ils étaient plus ou moins proches. Le plastique, il peut laisser passer la lumière visible, mais pas les infrarouges, ou inversement. C'est légèrement fumé, c'est un peu vieux. Le compteur peut être trop proche, donc c'est flou, ou trop loin, donc c'est flou. Enfin, les contraintes techniques sont assez conséquentes. Et donc j'avais ce besoin-là. Et donc, dans ce cadre-là, on avait développé, d'ailleurs avec une entreprise du zoning ici, un système de lecture des images. Et donc, moi, j'ai fait une formation là-dedans pour pouvoir faire ce genre de choses. Et là, j'avance un peu pour le sujet du lactose, mais ma première version était d'utiliser un spectrophotomètre. Donc, en gros, c'est un appareil qui envoyait de la lumière avec 18 longueurs d'onde différentes et qui permettait de me donner une courbe, un espèce de Shazam mais pour les matériaux. Donc chaque matériau, quand il reçoit de la lumière, va réémettre certaines fréquences. Et donc en fonction de ce qui est reçu de retour, en fonction de cette courbe, moi je me suis amusé à scanner du coup des fromages. En l'occurrence, pour pouvoir avoir cette espèce d'idée. Comme j'avais la composition nutritionnelle, je connaissais le taux de sucre simple dont les lactoses font partie. Donc pour un fromage, il n'y a que le lactose dedans. Donc je connaissais le taux de lactose maximal du produit. Et donc en entraînant un petit modèle, ça me permettait de pouvoir détecter la concentration en lactose du produit sur base du spectrophotomètre. Mais par contre, c'était pas très sexy, ni à transporter, ni à utiliser, Alors, j'ai appris plein de choses, mais voilà, le produit a muté, comme on le verra plus tard. Mais c'est pour dire que voilà, parfois je pars d'idées un peu, et il faut qu'elles évoluent. C'est assez classique dans l'entrepreneuriat. On part d'une solution qui est parfois non idéale pour aboutir à quelque chose de plus simple par la suite, qui correspond plus au marché voulu. Mais justement, parlons-en. Donc, il y a un livre et une app. Peut-être expliquer justement, c'est quoi lactose.help? Donc, en fait, il y a 10 ans, je me trouvais assez mal. J'avais vraiment, j'avais mal dans le dos, j'avais des nausées, du reflux. Les reflux me donnaient des sinusites. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et donc, du coup, ma médecin traitant m'envoie chez
un gastro-entérologue, je fais une gastroscopie, on me dit ok, voilà, vous avez du reflux, c'est pas, y a pas vraiment de suspense, mais on voit rien de spécifique. Et à l'époque, c'est vrai que le corps médical était quand même moins attentif aux intolérances. Et donc, plusieurs mois se passent. J'ai eu la chance d'avoir une deuxième gastroscopie. Je déteste ça. Enfin, je sais pas si quelqu'un adore ça, mais en tout cas, moi, je déteste. De nouveau, revenu avec le même résultat. Et au Nouvel An, je vais chez une copine qui est gastro-entérologue et que j'avais pas voulu embêter parce que bon, comme les informaticiens ont souvent des questions de j'ai mon imprimante qui fonctionne pas, oui. J'avais pas envie d'appliquer la même chose. et donc je vais chez Marie pour le Nouvel An et je lui dis écoute Marie, je vais t'embêter 2 secondes, mais voilà, je lui ai décrit mes symptômes. Elle me dit écoute, arrête les produits laitiers pendant 1 semaine. Et puis à la fin de la semaine, tu me dis si tu te sens mieux. Ouais. Et sinon, et en fonction, on verra. Au bout de 3 jours, j'étais, je vais pas dire ressuscité, mais j'étais vraiment beaucoup mieux. Et donc après ça, comme j'aime bien que les choses soient carrées, j'aime bien mesurer. Parce que pour moi, si on mesure pas, on sait pas améliorer quoi que ce soit. Donc ça vaut pour les installations photovoltaïques comme pour les humains. Et donc j'ai été faire le test. À l'époque, c'était un test sanguin, donc on donne 50 grammes de lactose. Et puis ça doit pas être chouette comme test. Pas cool. Et puis après ça, on a droit à un certain nombre de prises de sang. Et donc, comme le lactose est le sucre du lait, la glycémie est censée augmenter. Mais n'augmente que si, justement, on a cette fameuse mutation qui permet de produire de la lactase, qui elle, va dégrader le lactose en sucre plus simple, dont le glucose. Et moi, j'avais une belle horizontale, donc ce qui veut dire ne synthétise pas de lactase et donc n'arrive pas à digérer ce lactose, qui du coup est dégradé par mon microbiote. Je vais passer la suite. C'est jamais très glamour. Mais voilà, donc moi j'avais une belle horizontale. Or, moi en fait, j'adore les produits laitiers. Et les instructions qui m'avaient été données du coup par donc pas l'amie en question, parce que elle, il se trouve qu'elle est intolérante au lactose et en plus de ça, elle est donc gastro-entérologue, donc donc du coup elle a vraiment une info de premier ordre, ce qui est rarement le cas. Mais donc du coup, les instructions à l'époque, c'était plus des fromages à pâte dure, de plus de, en fonction des sources, 12 à 24 mois. Alors, ce qui est déjà très bien, mais ce qui est relativement réducteur. Ouais. Et je trouvais l'instruction un peu vague, parce qu'on nous disait parfois, on entendait parfois les fromages de chèvre, fromages de brebis, oui ou non. Mais moi, j'ai testé du yaourt au lait de, je sais plus quoi. J'ai été malade avec ça, mais malade de manière différente. C'était pas immédiat, donc au bout de quelques jours, ça, de nouveau, j'étais en vacances, je me sens vraiment pas bien, quoi. Et puis ça a fait tilt. Et donc j'ai arrêté, mais je me suis dit, ok, donc l'instruction, est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'elle est pas correcte? De nouveau, le fromage de chèvre, ça passait pas, je comprenais pas pourquoi. Mais en même temps, d'autres fromages de chèvre, ça passait. Et donc là, mon côté recherche et développement m'a un peu titillé en me disant, mais au final, c'est quoi, pourquoi, comment ça fonctionne? Et donc là, j'ai creusé avec mon armada habituel pour me rendre. En fait, j'ai fait un peu deux constatations. Donc la première, c'est qu'effectivement, le lactose, c'est le sucre du lait. Le sucre du lait, il se trouve que c'est un sucre simple. Et ce sucre simple, il se trouve dans les compositions nutritionnelles des produits. Et donc, comme les compositions nutritionnelles sont effectuées par des labos agréés selon des protocoles bien établis, c'est censé être la meilleure source possible. Il faut savoir que ces labos-là testent même des produits d'autres labos pour s'assurer que l'autre labo fait bien son boulot. Donc normalement, c'est censé être nickel chrome. Alors ça l'est pas toujours en pratique. Par exemple, un graphiste qui n'a pas recopié correctement l'analyse, ce genre de choses existe.
Mais bon, c'est la meilleure source disponible. Donc ça veut dire que si je prends un fromage, il n'y a que du lait, de la présure, des ferments et du sel. Normalement, il n'y a pas d'autres ingrédients que ça. Quand on prend des produits artisanaux, en tout cas, parfois ils s'ajoutent deux, trois choses, mais je veux dire, a priori, c'est un aliment relativement peu transformé. Donc ça veut dire que la seule source de sucre là-dedans, c'est le lactose. Et donc, moi, c'est juste ce truc-là. Ça veut dire que si je retourne un produit, moi, je pourrais dire effectivement quel est mon risque de lactose maximal. C'est pas hyper précis, mais c'est suffisant moi pour ne pas me rendre malade. Et alors, la deuxième chose, c'est qu'en fait, un intolérant au lactose, c'est la condition normale de 70% de la population mondiale. C'est pas du tout d'être intolérant au lactose qui est l'exception. Ouais. Donc, et pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y a eu des populations d'éleveurs dans les populations de type caucasienne, donc plutôt européenne, et leurs descendants, qui ont pas mal de famines. Et ces éleveurs, ils avaient forcément des animaux, et ils se sont dit, si leurs petits peuvent boire le lait et vivre, comme le lait est un aliment complet, on retrouve tout ce qu'il faut, pour nous-mêmes en tant que bébé, pour pouvoir nous nourrir. Donc, a priori, c'est que ça devrait pouvoir nous nourrir aussi. Ils se sont mis à en consommer. Pas de bol. Les êtres humains ne produisent plus de lactase après la période de la diversité alimentaire. Et donc, du coup, ils étaient effectivement pas bien, mais ils étaient vivants. Ce qui est quand même un avantage compétitif assez incroyable. Et donc, au fur et à mesure que les générations se sont succédées, l'évolution étant, certains ont développé des mutations qui font que cette production de lactase dans l'intestin a fini par perdurer au fil de la vie adulte. Et donc, c'est rentré vraiment dans nos gènes au sens strict. Alors, en plus de ça, bon, par exemple, il y a certaines autres régions qui ont développé des mutations même différentes, ce qui est assez amusant aussi. Mais globalement, ce sont les populations de type caucasiennes qui ont gardé cette mutation. Malheureusement, l'expression de cette mutation a tendance à un peu s'affaiblir avec l'âge. Et donc, ce qui explique que, chez les personnes âgées, il peut y avoir plus de problèmes d'intolérance au lactose. Mais même les intolérants peuvent encore consommer un petit peu de lactose. Donc, il y a une étude de l'EFSA, donc c'est une agence européenne, qui a repris toute une série d'études pour déterminer que même les intolérants peuvent encore consommer 6 à 12 grammes de lactose par jour. Les premiers ayant des symptômes à 3 grammes. Alors, il se trouve que moi, malheureusement, je fais partie de ceux qui sont à 3 grammes. Ouais. Alors, 3 grammes, on peut se dire, c'est très peu. Et à la fois, ça peut être beaucoup aussi. Donc, dans le lait, il y a à peu près 5% de lactose. Donc, ça veut dire que dans un litre de lait, on va retrouver 50 grammes de lactose, grosso modo. Donc, voilà. Donc, trop, pour être très clair. Par contre, si je prends par exemple un comté, même un comté jeune, là, on va trouver normalement, à peu de choses près, 0,5 par 100 grammes. Ce qui veut dire que je pourrais manger 200 grammes de comté avant d'atteindre mon seuil qui, moi-même, est très bas parmi les intolérants. Mais 200 grammes de comté, je vais être malade de gras, pas malade du lactose. Donc voilà. Mais donc ça veut dire, donc c'était un peu ça donc d'un côté, le lactose, c'est un sucre simple, on le retrouve sur les compositions nutritionnelles. Et de l'autre côté, effectivement, on peut encore consommer un petit peu de lactose. Et donc c'est un peu un budget lactose entre guillemets. Et donc avec ça, l'idée a été de se dire ok, avec mon budget, qu'est-ce que je peux prendre? Donc moi je me suis dit 3 grammes par jour, ça fait 1 gramme par repas. Avec ça, moi je l'ai testé, ça passe très bien. Et avec 1 gramme, au final, quel est le pourcentage de fromage que je peux consommer de manière sûre et certaine? Parce qu'en fait, dans les magasins, par exemple en Belgique, on a certaines marques qui produisent du fromage sans lactose. Ce qu'ils vendent, c'est plus une certitude que réellement... c'est réellement sans lactose. Ils vendent une certitude d'un point de vue marketing. On sait que si on achète ces produits-là, on ne sera pas malade, effectivement.
Mais qui me dit que le fromage d'à côté, lui, n'est pas sans lactose aussi? Et donc, on commence à retourner tous les fromages pour voir la concentration en sucre simple. Je me dis, en fait, le Gouda qui est à côté, il est aussi sans lactose. Il est à 6 € le kilo au lieu d'une 30. Ouais. Ça aide. C'est pas mal. Et donc, je me suis mis, de nouveau sur base de mes acquis en informatique, à me dire, OK, quelle est ma meilleure source d'information sur les compositions nutritionnelles des produits? Et des applications mobiles comme type Yuka ont commencé en tout cas avec une base de données qui s'appelle Open Food Facts. Donc, c'est un projet libre basé à Paris. Et moi, je connaissais leur existence parce que, ayant utilisé beaucoup de logiciels libres par le passé, voilà, je suis souvent assez au courant de ce qui existe. Et donc, j'ai téléchargé leur base de données et je me suis mis à faire de l'analyse de données en fait sur leur gigantesque base. Et donc, j'ai analysé des dizaines de milliers de fromages que j'ai regroupés du coup par... alors, ma question était, oui, mais bon, il faut que j'arrive à les regrouper. Donc, il faut que je mette les comtés ensemble. Il faut que je mette, je sais pas moi, les Goudas ensemble, etc. Et qu'est-ce qui existe comme regroupement avec des cahiers des charges précis? Ce sont en fait les fromages d'appellation d'origine, type AOP, AOC, il y a les IGP aussi. Il y en a 300 en Europe pour les fromages. Et sur les 300, il y en a 133 qui sont distribués de manière un peu conséquente dans les grandes surfaces. Parce que malheureusement, si vous allez chez le fromager, pour l'instant, c'est compliqué d'aller scanner son fromage. Ils ont accès aux compositions nutritionnelles, mais ils ne sont pas nécessairement structurés donc pour les utiliser actuellement. Ça, c'est mon rêve. Spoiler. Mais donc, du coup, j'ai regroupé donc tous ces fromages d'appellation d'origine, ces 133, et j'ai pu déterminer qu'il y avait 76% qui sont compatibles avec une intolérance au lactose, même sévère. C'est beaucoup. Le truc, c'est qu'il faut le savoir. Et donc, au final, c'est vraiment un déficit d'information. Et c'est vraiment ce déficit d'information-là que moi, je voulais arriver à combler. Donc j'ai fait d'abord tout ça pour moi, par, j'allais dire gourmandise, mais en fait, j'estime que l'alimentation est un des plaisirs de la vie. Et voilà, moi, déguster une raclette avec ma famille ou des amis, ça fait partie de ma qualité de vie. Et c'est quelque chose que je voulais arriver à retrouver. Et donc, par exemple, une raclette, si on prend une raclette où il est juste marqué raclette, à ce moment-là, en fait, on n'est pas du tout sur un produit qui est nécessairement artisanal. Il peut y avoir tout un tas d'additifs, de manières de procéder complètement différentes d'une raclette qui va être de type artisanal. Et il se trouve que la raclette artisanale, je peux la manger, dans la plupart des cas, alors que la raclette industrielle, pas du tout. Donc, de nouveau, ça change en fonction des marques. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose que je trouve assez chouette comme conclusion du livre et de toutes les recherches que j'ai faites. C'est qu'au final, si on repart sur des produits tels qu'ils étaient, donc un produit artisanal de qualité, en fait, on retrouve des produits qui sont plus facilement assimilables, même par les intolérants. Et j'aime bien me dire que en achetant ces produits-là, je fais vivre aussi les agriculteurs et toute la filière qu'il y a derrière, où ces gens se battent en fait au quotidien pour pouvoir nous produire ces différents produits. Et après avoir fait toutes ces recherches, d'abord pour toi, t'as d'abord eu l'idée de l'app ou du livre ou les deux sont un peu venus en même temps? Alors ça doit faire 5-6 ans que j'ai envie de faire l'un et l'autre. Le problème, c'est que il y a toujours un arbitrage entre faire de la consultance et pouvoir en vivre et porter des projets. Et il se trouve que j'ai porté d'autres projets. Alors, il y en avait un en 2012, il y en avait un en 2014. Et donc, du coup, voilà, je peux pas être partout. C'est avec les 3 enfants, la maison à rénover. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter aussi. Et que cette envie de créer ne soit pas non plus débordante.
pour voilà, mon épouse et mes enfants. Mais donc voilà. Mais donc au final, j'ai voulu ici créer j'ai eu l'opportunité d'avoir un peu plus de temps que j'aurais pu allouer à chercher d'autres clients. Et j'ai pas eu envie. C'est peut-être pas raisonnable, d'un certain point de vue, mais en même temps, parfois il faut ne pas être raisonnable et faire ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait vibrer. Et donc je me suis dit bon, voilà, les 4-5 prochains mois, ça va être pour ça. Et donc voilà, j'ai été à fond. J'ai été donc pour l'app, j'ai été avec un ami, Olivier Dubois, que je salue, qui lui a créé sa boîte de consultancy à Luxembourg. Et donc voilà, on s'est mis à deux là-dessus. Donc pour l'app, moi j'ai fait en parallèle le livre, donc qui est aussi assez loin en fait de ma formation de base, n'étant pas très littéraire. C'est ce que j'allais dire. C'était un beau défi. Je crois d'ailleurs que c'est un beau défi même pour les littéraires. Oui. Parce que c'est vraiment très très intense. Et ça m'a permis d'affiner aussi un peu justement les connaissances que j'avais, de manière vraiment à aller au fond des choses. Je voulais être sûr de la méthode, donc j'ai voulu de nouveau que ce soit contrôlé par des professionnels du secteur. Ouais. Pour moi, c'était hyper important. Bon, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, mais en soi, tu sais ce que tu fais, vas-y. J'en avais d'autres qui m'ont dit, un ingénieur qui écrit un bouquin sur la nutrition, c'est vraiment trop bizarre. Pourquoi est-ce que quelqu'un aurait l'idée saugrenue de t'acheter ça? C'est trop bizarre. Mais c'est nécessaire d'avoir ce genre de remarques aussi. Évidemment. Mais donc, au début, je disais, oui, mais en fait, c'est vrai, en quelque sorte, c'est vrai que mentalement, on a l'habitude de dire, OK, si c'est un bouquin écrit par un médecin, il sait ce qu'il fait et c'est normal. Et donc, c'est un réflexe logique. Et donc j'ai voulu trouver des professionnels de santé pour pouvoir relire les parties médicales. Ça a été compliqué, parce que tout le monde est très occupé. Et au final, j'ai trouvé une diététicienne agréée, qui fait d'ailleurs son doctorat pour l'instant. Je lui souhaite bon courage d'ailleurs pour la finalisation, parce que là c'est le rush final. Mais donc elle avait assez peu de temps, mais elle m'a dit mais j'ai une connaissance qui va m'aider, et donc on va diviser le travail en deux. Et donc qui ont du coup relu ces parties médicales. Donc j'avais un peu l'examen. On était à 3 jours du bouclage du livre, enfin du bouclage d'une des versions du livre. Donc ça s'est fait dans le dernier mois au final. Donc je les remercie vivement pour leur participation. Mais donc moi ça m'a permis de pouvoir être sûr que tout était carré. Il y avait deux trois petites modifications relativement mineures, mais ça m'a permis d'être sûr que les parties médicales étaient correctes. Ouais. Et j'ai également fait des analyses dans un laboratoire agréé, donc comme un producteur ferait pour ses propres produits. C'est pas gratuit d'ailleurs, mais ça m'a permis de pouvoir voir le process complet, voir comment ça se passe, discuter avec avec le personnel là-bas, où ils ont du coup des personnes forcément des biochimistes, microbiologistes et autres à qui j'ai posé toute une série de questions, et valider aussi finalement la boucle, mais du côté plutôt analyse labo, ou comment en fait ces compositions nutritionnelles sont créées. Donc moi j'aime bien le côté un peu 360 degrés, voir les choses sous différents angles, c'est quelque chose qui me parle pas mal aussi. Et donc si j'ai vraiment fait ce qu'il fallait pour boucler la boucle et faire en sorte que les informations du livre soient pertinentes, de manière à ce que ce soit aussi donc dans le process, quand quelqu'un se sent pas bien, il va d'abord voir son médecin traitant, qui l'envoie normalement faire le test. Et puis une fois que le test est validé, donc pour qu'un intolérant soit considéré intolérant, il faut que donc maintenant ça se fait avec un test d'haleine, parce que quand le lactose arrive dans le gros intestin, les bactéries produisent du méthane et de l'hydrogène qu'on retrouve dans la laine, et donc ça peut être quantifié. Et une fois qu'on a du coup ce test positif au niveau des gaz, donc exhalés,
Après ça, il faut en plus de ça que le patient ait des symptômes. S'il n'a pas de symptômes, il n'est pas considéré comme intolérant au lactose, même si on peut retrouver du gaz de manière significative dans son haleine. Et donc du coup, après ça, le patient a l'opportunité de pouvoir aller soit chez un gastro-entérologue ou chez un diététicien ou nutritionniste, donc chez d'autres professionnels de santé. Beaucoup ne le font pas. Et donc même pour ceux qui le font, ils vont adapter effectivement le régime alimentaire, mais ils n'ont que le temps d'un rendez-vous, enfin d'un ou plusieurs rendez-vous. Mais donc, pour aller expliquer, si moi je devais expliquer tout le contenu du livre à quelqu'un, bonne chance pour faire ça sur quelques rendez-vous. Ça va être assez costaud. Et donc pour moi, le livre était un peu la pièce manquante qui permet à ce moment-là de pouvoir faire savoir qu'effectivement intolérance ne rime pas avec abstinence totale de produits laitiers. Ça c'est une chose. Ou alors la prise de lactase, parce que c'est vrai que j'oublie souvent d'en parler, mais beaucoup prennent de la lactase, donc c'est un comprimé qu'ils prennent avant de consommer des produits laitiers. En gros, un fabricant a estimé qu'il fallait 4 fois la dose nécessaire à pouvoir délactoser un produit quand on veut le prendre en direct. Et donc c'est assez logique. Si on l'ingère, ça veut dire qu'on doit mettre une quantité qui est suffisamment grande pour que le lactase agisse avant que le système digestif commence à laisser passer le lactose. Et donc chez moi, ça fonctionne assez mal du fait que je suis fort intolérant, ou alors je dois prendre des doses qui sont assez grandes. Et moi, prendre des comprimés tout le temps, c'est quelque chose qui me pèse. Je préfère consommer des produits qui sont déjà pauvres ou sans lactose en amont pour être libre de, allez, même inconsciemment prendre un complément, ça fait un peu prendre un médicament, ça fait un peu prendre je suis malade au final, alors que je ne le suis pas. C'est simplement que je consomme des produits qui potentiellement ont du lactose que je ne digère pas. Et moi garder cette image de malade, c'est pas consciemment ou inconsciemment, c'est pas quelque chose qui me plaît. Et donc je préfère sélectionner en amont ou traiter en amont pour pouvoir faire ce que je veux en aval. Et donc, du coup, pour moi, c'est un bon complément qui leur permet de pouvoir s'autonomiser, s'informer et être responsable de leur propre santé. Et avec ça, ils ont vraiment l'explication, c'est quoi une intolérance, c'est quoi une allergie, qu'est-ce que les produits laitiers, pourquoi est-ce que les humains en consomment, qu'est-ce qu'ils en ont fait. Donc, tous les produits qui découlent du lait et comment on les produit, comment on peut les produire chez soi, moi, je peux produire un lait de ferme, de la ferme d'à côté au lait cru sans lactose à la maison. Il suffit de rajouter des petites gouttes de lactase et de laisser suffisamment de temps. Et j'aurai mon lait délactosé. Pourquoi est-ce que dans le lait, par exemple dans ce lait-là, pourquoi est-ce que la crème va au-dessus alors que quand je vais acheter du lait en grande surface, je vais jamais trouver la crème sur le dessus de mon lait. Enfin tout ça, toutes ces réponses-là se retrouvent dedans. Pourquoi est-ce que quand j'ai essayé de faire du fromage pour le livre, j'ai jamais réussi à faire un cahier. C'était parce que j'ai utilisé du lait qui était UHT et qui dégrade certaines protéines et donc ne coagule plus après. Et donc j'ai trouvé les solutions et comment effectivement trouver le lait qui permet de le faire. Et donc j'ai repris tout ça qui me permet de pouvoir créer mon Philadelphia sans lactose si j'en ai envie, mes yaourts sans lactose, mon mascarpone. Donc ça me permet de pouvoir effectivement me faire un tiramisu si j'en ai envie. Et à partir de ces produits de base, je peux retrouver du coup les ingrédients qui me permettent de pouvoir refaire toute la cuisine traditionnelle et même un misérable par exemple. Pour moi c'est un peu ma Madeleine de Proust. Mais je peux faire un misérable sans lactose, chose qui est totalement inaccessible, je veux dire, pour l'intolérant. Même quelqu'un qui voudrait, mais en fait il peut pas, parce que dans les pâtisseries, ils font pas de misérable sans lactose. Alors là, voilà, si j'ai du beurre sans lactose, je peux faire ma crème au beurre et à ce moment-là me refaire le produit à la maison. Et du coup, le livre, c'est Mieux vivre avec son intolérance au lactose. Tu as vraiment voulu faire un guide à la fois théorique, comme tu le disais, et pratique. C'est un guide que toi, tu aurais aimé avoir
en découvrant ton intolérance. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça d'office. Ça c'est... En fait, si j'ai fait ce projet, parce qu'en soi, pour moi, et mon entourage, je veux dire, j'ai des intolérances dans mon entourage, je leur expliquais la méthode et puis ils se débrouillent. Ouais. J'aurais pu rester à ça. Mais moi, ça me... Comment dire ? Quelque part, ça m'énerve de me dire que des gens, non seulement se limitent alors qu'ils ne devraient pas, payent très cher pour des produits sans lactose, alors, qui ont le mérite d'exister, et c'est très bien. Je veux dire, moi j'ai fait du beurre sans lactose chez moi, alors, quand j'ai pas le temps, j'en achète, et c'est très bien comme ça. Mais je préférerais que ce soit un choix conscient, plutôt que j'allais dire un choix subi, mais ça ne se dit pas, mais plutôt que de subir, en fait, le fait de devoir acheter nécessairement des produits marqués attention, produits sans lactose, ou forcément, souvent, malheureusement, plus cher. Et donc, voilà, je voulais que ce soit, je voulais quelque part remettre un peu les choses à leur place, et donc, effectivement, retrouver un peu les choses à leur place. Je vais pas dire ça autrement. T'étais fière quand le livre est sorti, enfin après tout ce travail, après toutes ces recherches aussi, mais tout le travail d'écriture, justement, de relecture, de contact avec les diététiciennes. Ah oui, non, ça a été, oui, forcément, c'est tellement, ça a été tellement intense. Normalement, un livre, c'est un projet d'1 an. Moi, je me voyais pas du tout faire ça seul. Parce que c'est un côté un peu impressionnant, en tout cas personnellement, et donc j'ai trouvé une coach en écriture. Au début je lui ai dit on fait ça en 1 mois. J'ai quelques notes préparatoires. Elle a dû rigoler. Elle m'a dit écoute Gauthier, t'es gentil mais j'aime beaucoup ton projet, le côté app et livre, c'est assez novateur. Elle m'a dit en plus ça je suis déjà complètement full, donc laisse-moi y réfléchir. Et puis au final c'est devenu 4 mois, ce qui reste quand même 3 fois plus court que la normale. Donc j'ai choisi du coup de passer en autopublication. Donc c'était un choix conscient parce que je voulais que le livre sorte en même temps que l'application. Alors que j'ai un peu tout fait à l'envers. Normalement on crée la communauté et puis on crée le produit après. Moi aussi j'ai tout fait à l'envers, j'ai créé le produit et puis on verra. Mais voilà, c'est comme ça. Mais donc ici on a fait du coup le livre et l'application en 4 mois, ce qui est vraiment très très court pour l'un et pour l'autre. Parce que même pour une application, même si on a des moyens de produire des applications plus rapidement à l'heure actuelle, ça reste quand même un process qui alors oui, avoir la version bêta en 1 journée, oui, c'est plutôt l'alpha en 1 journée on peut commencer déjà un peu à expérimenter, mais avoir un produit fini qui fonctionne sur tous les smartphones, qui se trouve disponible sur les stores, avec toute la validation qui est vraiment 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 très compliquée, très longue et pénible. Donc ça prend un temps de dingue. Et donc la coach d'auteur, entrepreneur, c'est Laurence Ortega, que j'ai aussi reçue sur Compose dans une autre série. Elle t'a vraiment aidé à aussi un peu cadrer tes idées, justement, à savoir comment rendre ça concret sous format vraiment de livre. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, on a défini une roadmap. Donc, on avait vraiment des étapes bien précises. J'avais un brouillon à produire, du coup, comme je voulais aller vite, il fallait que j'aille rapidement. Et donc, moi, ça m'a permis aussi de pouvoir mettre les bouchées doubles en mode all-in. Et du coup, sur cette base-là, ça a permis, donc c'est un processus qui est très itératif. Je crois que j'ai relu le manuscrit une dizaine de fois. À la fin, franchement, moi, je n'en pouvais plus. Mais bon, voilà, c'est comme ça fait partie du process, et je crois que c'est vraiment le cas de tout le monde. Quand on relit, à un moment donné, on peut plus, on n'en peut juste plus. Mais c'est justement ce côté itératif qui permet justement on ajuste le niveau de lecture à chaque fois. Ça évite les redites, ça évite
les phrases trop longues, les phrases comme ci, les erreurs ici. Ah oui, mais en fait, oui, ça j'aurais pu effectivement en parler, mais d'un autre côté, ça, avec les relectures, pas des relecteurs externes, on a tout un feedback aussi qui est parfois... ouais, c'est vraiment une expérience d'ailleurs, parce que c'est la première fois où on passe pas de 0 à 1 parce que le 1 c'est quand le livre sort, mais on passe quand même de 0 à 0,5. Ouais. Il sort de chez nous, on perd le contrôle quelque part sur une partie, et puis on a un feedback après, qui est, donc je remercie 1000 fois tous mes, on appelle ça des bêta lecteurs, tous mes bêta lecteurs avec tout le feedback et tout le temps qui m'ont consacré. Donc ça a été assez riche, et ça a permis vraiment de pouvoir faire un gros, une belle refonte de manière à ce que ce soit facile, parce que c'est pas parce que c'est clair pour nous que c'est clair pour les autres. Et cette étape-là permet vraiment de passer de ça, clair pour nous à clair pour les autres. Je peux pas dire ça différemment. Et donc un gros travail là-dessus après, puis repasser devant donc du coup les diététiciennes pour aboutir à quelque chose effectivement au final qui est à la fois clair et correct, sans rentrer. Alors le curseur sur le niveau de détail est assez compliqué à mettre aussi, parce qu'à la fois si on veut comprendre, il faut quand même aller suffisamment loin. Mais si on va trop loin, ça devient complètement indigeste. Et donc, il faut arriver à trouver le bon curseur. Ouais. Et donc, voilà, moi, je suis pas mal inspiré de Jamy, par exemple. Ah oui. Qui, moi, m'a pas mal... C'est pas sorcier. Ouais, moi, j'ai adoré ces émissions. Je pense que j'ai dû voir, d'ailleurs, à peu près tous les C'est pas sorcier à l'époque. Et ouais, je trouve ça assez génial de pouvoir arriver à communiquer des choses de manière suffisamment correcte, mais suffisamment abordable aussi. Donc c'est ça qui a vraiment été ma source d'inspiration. Et là, il y a Fabien Olicard aussi qui a créé tout un tas de livres et qui aussi à la base n'était pas du tout auteur et qui s'est lancé et il dit en gros allez, go quoi. Et donc c'est quelque chose qui voilà en tant qu'entrepreneur parfois, il faut pas se le faire dire 2 fois. Ouais. Se dire, au final, pourquoi pas? Si on t'avait dit un jour que tu serais auteur, tu l'aurais cru? Mais même encore maintenant, ça me fait un peu bizarre. Pour être très, très franc. C'est pas quelque chose qui, voilà. C'est pas comme ça que tu te présentes. Si, au final, parce qu'il faut. Mais, mais c'est pas inné. Et l'app, donc lactose.help, tu parlais de Yuka tantôt, ça se présente un peu comme Yuka, c'est vraiment scanner les produits, enfin c'est avoir cet outil pratique dans ta poche quand tu es en magasin. Donc on ouvre l'app, un bouton pour ouvrir le scanner, on scanne un barcode et on a directement le niveau de lactose. Alors nous on utilise donc du coup OpenFoodFacts comme base de données principale. Mais tous les produits ne font pas partie d'OpenFoodFacts. Ah, oui. D'ailleurs, c'est leur principe de fonctionnement. C'est-à-dire que toutes les données qui y sont ont été mises par des utilisateurs. Et donc, moi, ça me tenait à cœur de pouvoir les remercier et donc participer dans ce projet open source en envoyant les informations que nous, on a analysées chez eux de manière à ce que d'autres puissent en profiter. Et donc... l'app fonctionne à 2 niveaux. Soit on a les informations et on peut décider directement et à ce moment-là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Si on n'a pas les infos, à ce moment-là, on prend l'image de la liste des ingrédients et l'image de la composition nutritionnelle. Et sur base de ces deux-là, on a un moteur d'intelligence artificielle qui va déterminer le niveau maximal de lactose sur base de ces informations-là. Et les informations, à ce moment-là, remontent chez OpenFoodFacts après. Donc, comme ça, la boucle est bouclée de ce côté-là. Et parce qu'analyser un fromage, c'est relativement facile, dans le sens où la seule source de sucre, c'est de lactose. Par contre, si j'analyse, je sais pas moi, des gaufres, s'il n'y a pas de produits laitiers dedans, et qui n'ont pas rajouté... non. On peut dire que s'il y a du lactose, c'est un produit laitier. Donc s'il n'y a pas de produit laitier, à ce moment-là, je sais que je pourrais le consommer l'esprit libre. Mais s'il y a un produit laitier et qu'il y a d'autres sucres,
Donc, s'il rajoute du glucose, ça veut dire que dans les sucres simples que je vais avoir un peu de glucose, mais je vais avoir un peu de lactose aussi. Mais savoir quelle va être la proportion de lactose par rapport au glucose, ça, en fait, j'en ai aucune idée. Et la seule manière de faire, c'est d'aller dans un labo et de leur demander. Mais. Et donc, c'est ça l'idée de l'app, c'est que nous, on donne le risque maximal. Donc, si il y a une autre source de sucre simple que du lactose, à ce moment-là, c'est le risque maximal. Et donc, même s'il y a 1 microgramme, enfin non, ça c'est trop faible, ils mettront jamais tout ça, mais s'il y a, je sais pas moi, même 1 gramme de lactose, pour dire le seuil qui est acceptable par tous les intolérants dans le produit, mais qu'à côté de ça, il y a 10 grammes de sucre, l'application, elle va dire le risque maximal, il est de 11 grammes, à savoir la lettre E. Donc on a fait un peu comme pour l'Nutri-Score, donc on a des lettres de A à E. A, c'est vraiment 0 lactose. Et puis B, c'est jusqu'à 0,5 par 100 grammes, donc c'est ce qui permet de, par exemple, c'est les 76% des fromages dont on a parlé précédemment. On va les retrouver en B, et ainsi de suite. Donc en pratique, on retrouve la majorité des produits en A, enfin je veux dire, que les intolérants peuvent consommer en A et B, un petit peu en C. En D, on en a quasiment pas. Et puis en E, il y en a forcément énormément. Mais ça dépend. Enfin, je veux dire, le nombre de recettes qui sont faites, enfin de spécialités laitières dans le monde est absolument colossal. Et donc, en fonction de ces préparations, il y en a qui peuvent être plus ou moins lactosés. Donc c'est ça qui fait la richesse du patrimoine culinaire. Et en parlant de justement un peu scan de produits, tu as voulu me faire passer un petit test aujourd'hui. C'est la première fois sur Compose qu'on fait ça, mais vas-y, du coup, je te laisse. Donc voilà, ici j'ai un chocolat noir, chocolat Côte d'Or, que certains connaissent certainement si vous êtes belge. Donc j'ai été prendre ça au supermarché du coin, donc forcément on va trouver certaines spécialités locales. Donc ici on a des gaufres de Liège, donc de la marque Deleuze. Ici on a un saucisson sec français ce coup-ci. Et alors voilà, des chips que moi je trouve très très bons. Voilà, des chips Lay's poivre et sel. Et donc ma question pour toi, voilà, là-dedans dans des produits que les intolérants pourraient être amenés à consommer, quel est selon toi les produits d'abord dans lesquels il y a du lactose? Honnêtement, moi je suis pas intolérante, du coup j'ai jamais dû y faire attention. Mais j'ai l'impression que limite un peu dans quasiment tout, il y a du lactose. Alors, normalement un chocolat noir, on n'est pas censé c'est un noir. Trouver de produits laitiers, mais il se trouve qu'ici dedans, si on regarde dans la liste des ingrédients, moi depuis quelques temps je vois plus rien de près. Ça c'est un autre avantage de l'app, c'est que du coup l'app lit la liste des ingrédients et la componenterie pour moi, donc c'est très pratique. Mais donc voilà, il met du lait en poudre dans le chocolat. Alors ici en pratique, celui-ci il va quand même être bon. Alors ça mais ça c'est un peu une astuce. C'est que dans la liste des ingrédients, ils sont classés par ordre de concentration décroissante. Et donc, le lait écrémé en poudre se trouve après l'arôme naturel de vanille. Alors, vu le prix de la vanille, l'arôme naturel de vanille, il risque de pas être très concentré, mais je n'ai pas d'informations objectives sur la concentration. Et donc, ça veut dire que je vais m'en tenir à l'algorithme qu'on a défini au niveau du livre et de l'application. Et donc ici, très clairement, le don sucre pour 100 grammes, c'est 53 grammes. Et donc le risque maximal, il est de 53. Donc moi, j'ai toujours cette approche assez rigoureuse qui fait que, je considère que je me base sur des données tangibles et fiables. Et donc, j'applique la même règle à tous les produits. Et donc, voilà. Celui-là, je sais qu'il passe très bien dans une bouche au chocolat. Mais voilà, c'est un peu l'exception. Alors ici, on a des gaufres de Liège. Et donc en fait ici dans les gaufres de Liège, ils ont utilisé, désolé pour le bruit, de l'huile, alors je vais pas faire de bruit, une huile, je ne sais pas laquelle, mais donc celles-là je peux les consommer sans le moindre problème, mais ça dépend d'une marque à l'autre. Il n'y a pas de recette miracle. Alors un saucisson sec, a priori on pourrait se dire dans un saucisson il n'y a pas de produit laitier.
Et en fait, là, ils rajoutent du lactose pur. Ouais. Et dans la plupart, d'ailleurs, des saucissons, on va trouver du lactose pur. Alors, autant on a vu qu'un comté, il faut prendre 200 grammes pour avoir 1 gramme de lactose, autant du saucisson, si on est un peu gourmand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Donc là, il faut être plus prudent. Ouais. Et ça peut être la même chose pour du pâté, donc même dans une charcuterie pour lequel a priori on pourrait se dire c'est ok, c'est pas nécessairement toujours ok. Donc l'application elle va aller reprendre du coup la composition nutritionnelle. Alors de nouveau ici moi je vois pas grand chose. Voilà, ici non sucre est à moins de 0,5. Donc en pratique je vais quand même pouvoir le consommer, mais il est clairement indiqué qu'il y a du lactose dans le produit. Alors chips poivre et sel. De nouveau, ils utilisent du lactose pour pouvoir... ils utilisent du lactose qui se trouve du coup un peu plus haut. Voilà, ils mettent ça dans quoi? Ouais, je sais pas très bien. J'arrive pas à lire de nouveau. Bref, je vous épargne le suspense. Mais dans le sucre, ici, on a 1,5 par 100 grammes. Ouais. Alors... Dans les sucres simples, il faudrait vérifier si effectivement il y a que le lactose qui en est la source. Mais voilà, donc un chips c'est quand même assez éloigné de l'idée qu'on se fait du produit laitier. Pourtant, il en contient. Ouais, c'est ça. C'est les 2 plus salés en fait qui en contiennent le plus. Oui. Donc au final, ici, moi j'ai pris un peu des cas un peu tordus, mais donc au final il y en a 3 qu'on peut consommer sans souci et un où ce sera avec plus grande modération. Mais voilà, donc c'est un peu la raison d'être de l'app, c'est qu'en fait l'app elle permet de déterminer au niveau du produit même, pas au niveau de la classe de produit ni même du groupe de produits, la concentration en lactose. Et donc même si je prends une mozzarella di bufala, on est très très loin du fromage pâte dure 24 mois. Et ben en fait, comme c'est du lait de bufflone qui est moins concentré en lactose, on est en général entre 0,5 et 0,7 par 100 grammes. Mais donc ça veut dire que on peut se dire 0,5 ou 0,7, ça fait pas beaucoup de différence, mais si on a un budget de 1 gramme, passer de 0,5 à 0,7, ben on augmente quasiment de 50% la dose. Donc ça veut dire que moi, avec la mozza di bufala, je peux me faire une chouette tomate mozza en été avec tout ce qu'il faut autour et je peux vraiment manger sans même devoir peser de quantité. Je sais qu'à ces niveaux-là, c'est pas quelque chose qui va me rendre malade. Et c'est cette tranquillité d'esprit, je trouve, qui est vraiment chouette d'avoir. Donc moi, je fais le petit effort, effectivement, quand je sélectionne un nouveau produit, de me dire, OK, ça, je sais que c'est un B, ça, je sais que c'est un A, ou ça, je sais que c'est un C. Et donc, en fonction de ça, après, je sais que cette marque-là, ce produit-là, je peux le consommer et je suis tranquille. Alors, chez soi, c'est encore relativement simple parce que en général, on va globalement dans les mêmes grandes surfaces où on a plus ou moins les mêmes produits que d'habitude. Mais si je suis en voyage, ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et donc j'ai voulu expérimenter ça pour les lecteurs et utilisateurs, les lecteurs du livre et les utilisateurs de l'application. Et donc en janvier, j'ai parcouru 9 pays en 10 jours pour voir la réalité des intolérants et en voyage et à l'étranger. Ouais, en train, c'est important de le dire. En train. Donc avec un pass interrail. Vraiment, je vous le conseille d'ailleurs, ceci en passant. C'est vraiment la meilleure manière pour moi de voyager en Europe. Donc c'était assez intense. Du coup, c'était quasiment un jour un pays. Donc voilà, pour des raisons familiales, j'ai évité que ça dure trop longtemps. Et du coup, j'ai remarqué une chose, c'est que je pensais à la base que les produits sans lactose, c'était essentiellement qu'en Belgique, on était très, très bien lotis. Je savais qu'en Allemagne, c'était le cas aussi. Je savais qu'en France, c'était compliqué de trouver, par exemple, du lait sans lactose jusqu'à il y a 2-3 ans. Maintenant, c'est assez courant, mais par exemple, du beurre et du lait sans lactose, c'est compliqué en France. Et donc, mais les autres pays, je ne savais pas avec précision
ce qu'il en était. Et ce que j'ai remarqué, du coup, c'est que dans quasiment tous les pays, j'ai pu trouver du beurre, du lait et de la crème. Donc c'est bien plus que je ne pensais. Tout un tas de produits divers, donc par exemple des crèmes aigres comme on trouve parfois plus à l'est. Ils en ont sans lactose. De la crème fraîche en bombe pour mettre sur les fraises en été. Ça se trouve en Allemagne, en Espagne par exemple. Et donc il y a vraiment une belle diversité de pas mal de yaourts. Donc bref, je me suis régalé. Trop bien. Parce que autant pour le fromage, on peut sélectionner des produits de qualité tels quels, mais autant pour du yaourt. Alors pour ceux qui sont qui sont intolérants, mais le moins intolérant dans les intolérants, si je peux dire, ceux-là peuvent encore consommer un petit peu de yaourt. Autant, pour moi, c'est quelque chose qui est totalement inenvisageable, sauf si je les fais moi-même ou que je les achète. Mais donc oui, on est bien lotis en Belgique, mais en fait, dans la plupart des pays européens, c'est le cas. Trop bien. Donc à part la France et l'Angleterre, où effectivement c'est plus compliqué d'en trouver. Ça me permettait aussi de pouvoir voir la diversité des fromages, qui est ce patrimoine gastronomique incroyable en Europe, et d'ailleurs un peu menacé aussi, parce que les fromages industriels ça coûte moins cher, que comme tout le monde, on a tous des budgets. Et que du coup, si on ne prend pas soin quelque part de temps à autre consommer des produits d'appellation d'origine, c'est toute la filière qui en pâtit, sachant qu'ils ont de gros problèmes au niveau du prix du lait pour l'instant. Et donc, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de voir la réalité d'un producteur de raclette du Valais, donc en Suisse, chez qui j'ai passé 2 jours. Bonjour Alexis. Et donc ça m'a donné l'opportunité de pouvoir aider à nourrir les vaches, à aider pour la traite, très modestement. Mais donc j'ai pu voir sa ferme dans la vallée. Donc il a 55 vaches laitières dont il s'occupe. Et alors il a une fromagerie qui est à 1300 mètres d'altitude, donc il a complètement rénové. Donc justement suite à l'effondrement du prix du lait dans les années 2000, début des années 2010, donc pour lequel il a reçu des aides de l'État, du canton plutôt, pour pouvoir transformer ce lait donc en raclette du Valais, donc pour lequel il a un cahier des charges bien strict. Et puis donc lui il ne produit donc que du fromage d'alpage, donc ça veut dire du fromage d'été. Et alors, il a un chalet d'alpage qui se trouve à 1900 mètres, je pense, dans ces eaux-là, juste en face du mur suisse, donc une piste emblématique du domaine d'Avoria. Et alors, donc, c'est là qu'il a ses vaches en été, et avec le petit lait de la production du fromage, il nourrit des cochons qui passent la saison là-haut. Excellent. Donc on a pu faire du ski de rando entre la fromagerie et le chalet d'alpage. Mais donc franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens qui se battent au quotidien pour nous produire ces beaux produits. Et alors j'ai eu l'occasion aussi de visiter l'atelier d'une ferme en Basse-Normandie où je vais souvent, où ils produisent aussi du beurre de ferme, vraiment dans sa tradition la plus la plus grande. Et c'est vraiment magnifique ces produits. Et de voir cette crème qui se transforme en beurre, c'est un côté magique. Excellent. Être entrepreneur, pour toi, c'est ça, c'est avoir la liberté de justement faire de la consultance, être ingénieur, mais être aussi l'ingénieur qui écrit un livre sur le lactose. Ouais, très clairement. Moi, j'aime bien ce côté liberté. C'est pas toujours le plus rentable au sens financier du terme, mais quelque part, je vais pas te dire qu'on s'en fout, mais il faut, je trouve, aussi pouvoir rêver et réaliser ce qui nous fait vibrer. C'est ça qui fait aussi avancer les lignes. Et c'est réduire ce qu'on fait simplement à l'opportunité financière. Je trouve ça trop réducteur.
Et la vie est trop courte pour ça. Trop bien. On arrive tout doucement à la fin de l'épisode et du coup, je vais te poser la question signature de Compose. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Waouh. J'aime bien cette réaction déjà. Et ça peut être au niveau personnel ou professionnel. Ouf. La liste est très longue. Cool. La liste est très longue. Alors, au niveau personnel, j'aimerais aller voir ma petite sœur au Costa Rica avec ma famille. Donc, elle est là-bas depuis une dizaine d'années. Le Costa Rica, elle est au fin fond du Costa Rica, à la frontière avec le Panama. Donc, elle a un Airbnb là-bas dont elle vit. Et voilà, moi j'ai 3 enfants, donc voyager à 5 là-bas, c'est pas rien. Et donc, je crois que c'est 24 heures porte à porte. donc voilà, donc ça normalement c'est pour 2027. Là j'ai d'autres projets dans les cartons. Donc un de nouveau dans l'énergie pour lequel je vais normalement déposer un brevet avec un ami. Donc ça devrait être pour le mois de juin. Donc ouais, donc c'est déjà bon alors juin, voilà, c'est l'objectif. Mais normalement ça devrait le faire. Donc le brevet, à mon avis, ça sera la prochaine étape. Et puis après ça, il faudra effectivement créer la communauté, le faire savoir. Et donc revient un peu dans la boucle dans laquelle je suis maintenant pour le livre. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi, Julie. Merci Gauthier d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour le suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Alès. À bientôt pour un nouvel épisode.